Donc, je vais commencer déjà par un premier tour de table. Je vais encore une fois être galant et laisser Lara commencer. Je vous demande à chaque fois de vous présenter. Comme vous êtes des personnalités assez différentes et d'origine assez différente pour ce dernier panel qui est assez ouvert en termes de thématiques, à chaque fois prenez le temps de dire qui vous êtes, votre société et éventuellement en mode un peu, j'allais dire, réaction. On a quand même eu 3 heures de discussion ce matin. Si vous avez des réactions sur certains sujets, puisqu'on tourne de toute façon autour de la même thématique toute la matinée, vous pouvez chacun prendre une petite minute pour réagir. Comme ça vous laisse 2 minutes à chacun d'introduction. Et après, je reprends le rythme de mes questions. Lara, à toi. Un, deux, ouais. Bonjour à tous, bonjour Laurent et chers panélistes. Je suis Lara Pavlich, CEO et cofondatrice de TwoSpark, qui est une start-up. On n'est pas précisément sur le monde de la banque ou de la finance uniquement. On est une app qui est dédiée à la transformation de tous les types de grandes organisations, avec un format particulier qui est 1 minute par jour. Par rapport à nos sujets et par rapport à tout ce que j'ai pu entendre ce matin, en mode un petit peu synthèse, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est d'une part le côté il faut s'inspirer d'autres industries, parce qu'il se passe beaucoup de choses et qu'en réalité, ce qui se passe notamment dans le retail, ça impacte beaucoup ce qui se passe dans le secteur financier. Donc ça, j'ai trouvé très intéressant. La deuxième chose que j'ai trouvé intéressante, c'est le foisonnement des idées qui existe et le foisonnement des approches pour atteindre un objectif qui en réalité est le même, qui est l'expérience client qui soit la plus fluide possible. J'ai aussi retenu le fait qu'on a beaucoup parlé d'onboarding, onboarding des collaborateurs. J'ai trouvé que le commentaire de John Paul sur si un client ne s'est pas connecté depuis 45 jours, on sait qu'on ne l'aura jamais. Et par rapport à nos sujets, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises dont la surface principale de contact avec le marché, ce ne sont pas seulement les apps, c'est aussi leurs collaborateurs. Et quand je pense aux collaborateurs, les entreprises prennent beaucoup moins de soins d'onboarder et de veiller à toutes ces démarches-là, ce qui peut parfois faire en sorte que les transformations échouent. Donc, Et voilà. j'ai invité effectivement Lara, et on en reparlera parce que vous êtes nombreux autour de ce panel à travailler sur ces sujets de l'onboarding des collaborateurs. Transformation digitale du monde de la finance et les expériences et les retours d'expérience, c'est aussi à travers ce sujet, on en reparlera tout à l'heure. À ton tour. On va faire partage de micro. Bonjour à tous, donc Sébastien Musset, je suis directeur général adjoint du groupe Arkea. Je suis ravi d'être invité et tout ce que j'ai entendu sur les banques dans les 2 précédents panels m'ont vivement interpellé, intéressé. Je suis sûr qu'avec mon camarade d'N26, on aura des échanges croisés là-dessus. Donc, Tu peux déjà réagir d'ailleurs s'il y a eu 2 remarques. Il y a eu 2 panels avant. T'inquiète, ça va venir. On a déjà fait la première période. Donc Arkea, simplement pour repositionner, c'est banque mutualiste coopérative et territoriale. On tient fortement à ces 3 termes-là. Un mélange de réseau physique, de banque digitale, Fortuneo, et une nouvelle initiative qu'on a appelée Max, sur lequel j'aurai certainement l'occasion de revenir tout à l'heure en termes de modèle et qui fait écho au précédent panel. C'est également un certain nombre d'entités productrices. Donc là, on est plutôt dans le domaine des banques, je dirais, plus traditionnelles, donc des produits d'assurance, asset management, etc. Et puis, c'est l'un des premiers financeurs de la FinTech en France, avec des participations ou des investissements dans des entités comme Mango, comme Litchi et autres. Donc on a une démarche, j'entendais d'ailleurs mon camarade de N26 qui disait du bien de nous il y a peu de temps dans une interview récente en disant qu'Arkea poussait un modèle assez différenciant sur cette approche et cette combinaison de valeurs. Alors probablement ce qui, moi, les 2 points qui m'ont le plus interpellé, alors il y a évidemment ce que tu disais sur les 45 jours, on en parlait à la pause, c'est l'onboarding client qui est un de nos sujets de fond, je parlais de Max tout à l'heure. Max, c'est quoi l'enjeu qu'on a autour de Max? C'est une néobanque en mode plateforme. Donc on essaye d'adjoindre un certain nombre de services, notamment d'un certain nombre de fintech qu'on essaye de plugger à l'intérieur de cette plateforme-là. Et aujourd'hui, on voit que l'un de nos enjeux principaux, c'est pas tant la conquête que la manière d'éduquer, je dirais, le client aux nouveaux usages, de pousser des nouveaux usages. Ça renvoie à l'utilisation de la data, notamment, qui a été un point qui a été largement évoqué. Donc comment mieux appréhender la data dans des contextes où nos systèmes informatiques sont parfois encore un peu lourds et constitués de strates successives qui font que la transformation prend du temps. C'était aussi une des thématiques du panel précédent. Donc cet axe-là. Puis le deuxième axe qui m'a beaucoup interpellé, c'est ce que j'appellerais la tension croisée. C'est-à-dire que le consommateur final, c'est bien. La digitalisation dans nos mondes a apporté beaucoup sur le consommateur final. On essaye de ne pas oublier le fait qu'on a un certain nombre de collaborateurs dans nos réseaux physiques sur lequel, si on ne passe pas par eux aussi sur la digitalisation, on a du mal à l'apporter jusqu'à
nos clients. Tu disais tout à l'heure, Laurent, qu'il y avait le dernier mètre ou le dernier kilomètre qui était compliqué parfois en matière d'achat en ligne et de livraison. Nous, c'est un peu la même chose. C'est comment faire le dernier mètre pour que des clients qui, certes, vont de moins en moins dans les réseaux physiques, mais qui, pour 80% néanmoins de leur acte d'achat de produits bancaires ou financiers, ont envie d'avoir un contact physique avec leurs agences. Comment on fait pour emmener le digital jusqu'à ce niveau-là, sans perdre le dernier mètre qui fait que l'expérience utilisateur et consommateur est loupée, quoi. Voilà les points clés qui m'ont pas mal interpellé dans les tables rondes précédentes. Merci. Alors Jérémy, tu dis du bien des banquiers maintenant, toi. Ça m'arrive de temps en temps. Je suis banquier aussi, quand même, même si je porte pas de costume. Pardon, des autres banquiers. Vous avez vu la différence d'ailleurs, un banquier, une néobanque. Laurent, t'es un peu entre les deux. Entre les deux, moi. T'as mis les baskets. Moi, j'ai choisi de faire. Tu vois, je savais qu'il y avait un peu tout le monde à table. Viens te mettre au milieu. Que des copains, moi. Donc, Jérémy, directeur général d'N26 en France. Je sais que les gens aiment bien les chiffres ici. Donc, N26, c'est 1,5 million de clients, 500 000 en France, on l'a annoncé cette semaine. On est présent dans 22 pays. On est en train de lancer le Royaume-Uni en ce moment. On a annoncé les États-Unis pour le début de l'année prochaine. Donc, on est une banque de plein exercice aujourd'hui. Donc, ça aussi, c'est quand même un élément différenciant par rapport à la plupart des fintechs. Ça veut dire qu'on est capable de couvrir le spectre entier des produits bancaires, même en termes de, quand on peut un peu voir les différents types de paiements, on a déjà Apple Pay, Google Pay, pas mal de choses, donc ça là-dessus, on est plutôt en avance de phase. Peut-être, je pense qu'il y a un peu de thèmes qui sont assez récurrents et qu'on a un peu entendu ce matin. C'est la taille en termes de dimension géographique, et enfin c'est des thèmes forcément qui parlent beaucoup pour N26, mais j'ai entendu parler de feuilles de papier par rapport au reste du monde, donc, et de Minitel. Donc je pense que le vrai sujet, c'est d'éviter de faire des Minitel qui vont se transformer en feuilles de papier et qui vont rester qu'en France, mais plutôt comment est-ce qu'on peut créer des acteurs européens qui auront une portée mondiale. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'était le deuxième thème, c'est un peu la vitesse. Moi, je me bats tous les jours pour essayer d'aller encore plus vite. Alors on a quand même un avantage, c'est qu'on est, a priori, on est quand même plus rapide que tous nos compétiteurs. Mais on a quand même le sentiment d'aller lentement, parce que nous, notre terrain de jeu, c'est pas la France, c'est pas l'Europe, c'est le monde. Et aujourd'hui, on se dit pas, tiens, on voudrait être à cette place-là dans 10 ans. Nous, on se pose la question, comment est-ce qu'on fait pour arriver beaucoup plus vite à la fin de l'année? C'est-à-dire vraiment comment on est capable d'accélérer beaucoup plus, parce que notre terrain de jeu, c'est le monde, et qu'on sait très bien que c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de compétiteurs en France, en Allemagne ou en Italie, qu'on n'aura pas qu'un GAFA ou quelqu'un en Asie qui viendra et qui sera capable d'aller plus vite que nous en Europe. Donc aujourd'hui, je pense que c'est vraiment ces deux thématiques. 1, la vitesse, et 2, l'expansion géographique. Merci. Bonjour à tous, donc Julien Tanguy, je suis directeur général d'Edenred France, donc je m'occupe des activités opérationnelles du groupe. Edenred, vous nous connaissez forcément à travers nos marques produits, donc nos produits c'est Ticket Restaurant, Cadeos, et puis depuis le début de l'année, on a lancé une carte essence. Notre métier, c'est d'agréger des réseaux et de garantir à un financeur que l'argent qu'il a donné à quelqu'un finira bien dans les objets de consommation que le financeur a choisis. Et évidemment, on vient, nous, du monde du papier, puisque pendant 50 ans, on a fait des petits carnets. Et depuis maintenant, en France, en tous les cas, une petite dizaine d'années, on est passé sur d'autres supports. Et on voit qu'aujourd'hui, on va vers la disparition des supports en question. Et on est à la pointe, je dirais, au croisement des fintech et des foodtech en France, notamment pour notre produit Ticket Restaurant. Et on travaille de plus en plus en direct avec les acteurs du digital. Et quand j'entends quand même les sujets dont vous avez parlé ce matin, il y en a beaucoup qui m'intéressent. Fallait venir. Bah ouais, mais c'était très bien aussi. Alors j'étais avec Ronan, voilà. Arca est partenaire aussi de l'opération de October, donc qui a associé 11 grands groupes à une opération de crowdfunding pour les TPE en France. Donc voilà, donc très intéressé par tout ce qui est paiement et comment on fait disparaître le paiement du parcours du client, hein. C'est un peu le sujet dont on doit parler. Donc, on travaille, nous, avec des plateformes digitales comme Deliveroo ou Uber Eats, et on est connecté à eux directement sans passer par un scheme, ni Mastercard, ni CB. Et on gère les flux financiers en passant par les plateformes et en payant encore nos restaurateurs directement. Et puis sur un autre sujet qui m'a beaucoup plu, c'est le sujet de l'onboarding des collaborateurs. On est quand même un métier qui est proche des RH. On travaille beaucoup avec les DRH dans des grands groupes et aussi dans des sociétés plus petites. Et on sent qu'il y a un vrai sujet et que le digital, c'est un moyen fantastique d'embarquer tous les collaborateurs qui ne sont pas forcément sur un seul site. Et on a un fonds de capital venture et on travaille aujourd'hui avec une société qui s'appelle Beekeeper,
qui est une société suisse, et on commercialise en France aujourd'hui cette solution pour onboarder des collaborateurs. Donc on essaie aussi de Garde-moi un peu s'élargir. pour mes questions tout à l'heure. Je t'en garde un peu, j'en ai plein. Jordan, à ton tour de te présenter. Bonjour, donc moi c'est Jordan Julie, je suis cofondateur et responsable du produit chez Spendesk. Donc je suis très content d'être ici et j'ai pas mal harcelé Laurent ces derniers jours pour me préparer au mieux à ce panel. Donc en gros chez Spendesk, donc on est une start-up fintech d'un peu plus de 2 ans d'existence et on offre une solution de gestion des paiements, de gestion des dépenses pour les PME qui vont avoir entre 50 et 500 collaborateurs. Et aujourd'hui, on est disponible partout en Europe. Nos plus gros marchés, c'est la France, Royaume-Uni et l'Allemagne. Donc voilà, ça, c'est pour ce qu'on fait. Merci. Vous avez d'ailleurs, pour ceux qui sont fidèles à ces réunions, pu déjà voir ton fondateur, Rodolphe, C'est ça. qui était venu ici présenter en mode startup ce que faisait effectivement Spendesk. On aura l'occasion d'en reparler et plutôt d'avoir les retours des usages sur ce secteur B2C. Donc la première question, alors vous avez tous eu les questions, vous savez très bien de quoi on va parler ce matin. La question s'adresse à vous tous, donc en fait ça sera le plus rapide à attraper le micro, mais quel changement majeur lié à la digitalisation de l'économie dans les attentes des clients usagers de vos offres et services avez-vous constaté ces dernières années? Et je parle bien des attentes de vos clients, pas de vos attentes à vous. Hein. Donc si personne prend le micro, je désigne quelqu'un, donc ça sera toi. C'est qui? C'est moi? Ouais. Pas de problème. Perdu. Non mais non, comme non, mais t'es un de ceux que je crois qu'avec Jordan, vous êtes les deux seuls, je vous ai pas encore eu souvent, donc voilà, je Voilà, visite un non, peu. Non, il y a des choses qui sont évidentes à tous dans cette salle sur l'accélération. On en a beaucoup parlé, du temps, des exigences. Moi, je vais rapporter à mon industrie, hein, mais c'est sûr que quand on a aujourd'hui des clients qui arrivent en agence ou qui contactent les conseillers, qui souvent ont une expertise issue de toutes les recherches qu'ils ont pu faire ou même de recommandations communautaires, on va dire, qui les conduisent à penser que l'information et la valeur qu'ils ont déjà reçue est largement déjà supérieure à ce que le conseiller va pouvoir apporter. Déjà, ça nous challenge sur cet axe-là, et ça, la digitalisation nous a évidemment beaucoup impacté. Pardon, juste une remarque là-dessus. La même chose que dans le commerce de proximité. Donc, parce que La- Darty nous disait la même chose Non, sur le mais, fait que le gars qui arrive pour acheter sa télé, il en sait plus que le vendeur. Parfaitement d'accord avec toi, mais d'ailleurs, souvenons-nous d'un point, le banquier a peut-être oublié un peu ça ces dernières années, mais il est d'abord un commerçant. Donc on est effectivement dans Les les mêmes mêmes problématiques. Donc il a exactement les mêmes problématiques. Donc il y a cette accélération évidemment, il y a ce niveau d'expertise dans des réseaux qui jusqu'à présent étaient plutôt organisés je parle des réseaux physiques, mais en gestion de portefeuille assez classique, donc avec finalement des conseillers qui essayent de soutenir une expertise, mais qui devient par ailleurs hyper large sur un grand nombre de produits. Donc il y a cette accélération-là. Il y a le fait qu'il y a de plus en plus de choses aujourd'hui grâce à la digitalisation qui se font de façon complètement dématérialisée. Donc le trafic en agence est devenu évidemment beaucoup plus faible, hein, ce qui pose des questions aussi en termes de conquête et de développement ou de capacité à conseiller nos clients dès lors que le modèle sur la partie réseau physique était cette interaction qui est évidemment de moins en moins fréquente. Pardon, et sur cette question, je vais vous couper tout le temps. Sur cette question, ça fait des années qu'on dit qu'il va devenir plus faible, on le prédit. Par contre, beaucoup disaient, je crois que Ronan l'avait dit aussi à un moment, c'est il devient plus faible mais plus qualifié. C'est-à-dire les gens vont venir peut-être plus pour une demande de crédit bien spécifique. Est-ce qu'on constate cela? Ouais, c'est exactement ça. Si on se donne deux chiffres je suis ingénieur, j'aime bien les chiffres. Si Moi on aussi, se donne deux vas-y. chiffres qui sont intéressants, c'est que on a sur une certaine gamme de produits, on a à peu près 40% seulement des clients qui viennent en agence ou qui ont besoin d'un contact téléphonique pour avoir un conseil avant de passer à l'acte d'achat. Donc ça va être plutôt des éléments assez simples du type ouverture de compte, voire jusqu'au crédit consommation, sur des éléments qui vont être plus structurants, sur des sujets de gestion de patrimoine, sur des sujets de crédit immobilier ou plus engageants sur du long terme. On voit bien que là, on tombe à des niveaux de 80-85%, où il y a besoin encore de ce contact physique, de ce conseil-là, avant d'appuyer sur le bouton. Je vais vous donner un exemple. Arkea a été le premier groupe à proposer un processus complètement dématérialisé en ligne pour le crédit immobilier, y compris la sélection médicale. Voilà, l'intégralité du parcours client en ligne, c'était dans les années 2012-2013, complètement dématérialisé. C'est un formidable élément aujourd'hui de simulation pour les clients, pour aller se tester quelque part sur leur dossier, sur le taux, etc. On ne peut pas dire que c'est un élément sur lequel on va faire de la conquête crédit habitat parce que le client final, il va avoir besoin sur un élément qui engage 15, 20, 25 ans d'une vie, d'avoir un contact physique, soit téléphonique, soit en agence pour venir conforter son dossier. Puis je pense qu'on est tous pareils, quel que soit l'intermédiaire, d'ailleurs, banquier ou courtier, il vous donne un taux, la première chose que vous avez envie de faire, c'est naturellement de négocier, j'ai entendu le mot, donc ça va être exactement pareil. Donc il y a toute une partie qui effectivement dans laquelle la digitalisation va beaucoup impacter, et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, il y a toute une partie sur laquelle le réseau physique continue à devenir prépondérant.
Il y avait une étude de Deloitte en début d'année qui donnait des éléments assez intéressants sur le fait qu'à peu près 75% des Français continuaient à vouloir un interlocuteur unique ou souhaitaient un interlocuteur unique pour l'ensemble des prestations dans le domaine financier, et deux, d'avoir un intermédiaire qui puisse être un intermédiaire physique en cas de problème. À peu près 75% aussi. Donc oui, les réseaux physiques ont un gros avenir à mon sens, à condition de les moderniser, à condition de porter la digitalisation jusqu'au bout. Ouais. Merci. Un autre banquier peut-être sur les mêmes sujets, puisque là on avait deux banquiers, peut-être un peu plus récents. Je pense déjà la question, c'est ce que dans l'étude de Deloitte, il y avait l'option sans réseau physique, mais ça, ça dépend qui l'a commandé et qui l'a payé. C'est vrai. Non, je pense que nous, ce qu'on voit, c'est... Ce matin, on avait attendu un peu plus longtemps. Vous avez vu comme ils sont, quoi. Non, on n'est punchy, on n'est pas agressif. Sérénité, quoi. On dit la vérité, on est transparent. En vrai, on s'aime bien. Hein. C'est juste pour vous garder jusqu'au déj. C'est Laurent qui a dit qu'il fallait mettre. On va y arriver. Hein. Non, ce que nous on a pu voir, en tout cas ce que nous on voit, c'est l'instantanéité. C'est-à-dire vraiment, on voit les clients, moi je les vois, hein, les clients avant, c'est-à-dire au début quand ils commencent leur parcours, ils commencent à ouvrir un compte, donc déjà ils sont étonnés par la rapidité de pouvoir le faire. Mais surtout ce qu'on voit, c'est que nous on envoie des notifications en temps réel. Vraiment les gens s'habituent, il y a un véritable effet cliqué. C'est-à-dire que dès que les gens ne reçoivent pas leur notification ou quelque chose en moins de 3 secondes, mais même moi, hein, je me suis étonné moi-même, ou quand j'ai perçu la notification au bout de 10 secondes. Je crois qu'il y a un problème, quoi. Vraiment, on est tout de suite paniqué, et nous on le voit, hein, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'avoir des moniteurs pour savoir si on a un problème sur nos systèmes. Dans les 15 secondes ou dans la minute où il y a quelque chose qui ne marche pas, les gens tout de suite commencent à paniquer, alors que quand même, ils viennent d'un monde où un mois avant, ils attendaient à peu près un mois pour avoir leur relevé bancaire et une semaine pour avoir un rendez-vous. Donc c'est quand même assez impressionnant, vraiment le shift aujourd'hui de mentalité où dès que vous avez l'habitude de faire les choses en instantané... Et n'est-ce pas une difficulté pour vous, parce que vous développez plein d'autres services, hein, vous vous êtes greffé avec beaucoup d'autres fintech, vous l'avez montré plusieurs fois, d'autres services, pour amener le même niveau d'instantanéité que tu as réussi à faire avec le paiement au départ, hein, qui peut-être s'y prête, dans les autres services, que ce soit du crédit, que ce soit de l'assurance, etc. Vous arrivez à amener ce niveau d'attente, à atteindre ce niveau d'attente client? Alors ça vient, oui, et ça vient en fait au niveau du filtre, en tout cas de la sélection des partenaires avec qui on travaille. Nous, le premier filtre pour sélectionner les partenaires, c'est est-ce que techniquement ils sont capables d'être notre digital, donc d'être capables de rentrer dans du temps réel. Alors après, en France, sur les crédits conso, on ne peut pas faire moins de 7 jours, c'est la loi. Mais on est capable de faire des offres en temps réel, on est capable d'aller beaucoup plus vite. Et ça, vraiment, c'est... on sait qu'on n'est pas capable de travailler avec des gens qui ne sont pas capables de le faire. Et parce que les gens aujourd'hui attendent ça, et ça serait anachronique de ne pas le faire. Une réaction sur ça? Ouais, parce que c'est vrai que le comportement des clients change énormément, et cette notion de rapidité, on la voit partout. Moi, le plus bel exemple, je pense, de réussite en matière de digital chez Edenred, c'est pas nos produits, c'est nos canaux de distribution. Je pense qu'il y a 5 ans, on faisait 0 vente en ligne, et je peux vous dire qu'en novembre, là, c'est la saison des cartes cadeaux, donc c'est une très grosse saison pour nous, et on a énormément de PME qui ont les mêmes droits que les grands groupes en matière de comité d'entreprise, qui viennent sur nos sites internet commander, et aujourd'hui, on prend 90% de nos commandes en ligne, ce qu'on ne faisait pas du tout, encore une fois, il y a 5 ans. Donc on voit qu'on s'est adapté aux attentes de nos clients, et des choses qui paraissaient... inutile il y a plusieurs années, aujourd'hui ça devient la norme, et donc on suit l'évolution des canaux de distribution de nos clients. Et moi j'ai aussi des anecdotes pour dire qu'il y a des moments où on est arrivé avec des moyens de paiement notamment, et quand on est passé au NFC, nous on a passé le digital en France au niveau du ticket restaurant en 2014, et donc on était très fiers, on avait fait des cartes NFC, on trouvait ça génial. Et je t'avais invité. Ouais. Et chez 3 clients sur 4, on nous a demandé de repartir avec nos cartes NFC parce que c'était pas sécure, et que ça marcherait pas. Voilà. Et donc à ce moment-là, on n'avait qu'un produit NFC, on a dû redévelopper un produit contact only pour faire plaisir à tout le monde. Bon, ça a duré 18 mois, le temps d'adoption, mais il faut arriver avec les bonnes solutions pour les clients, et il faut avoir les bonnes solutions au bon moment, parce que parfois ça nécessite qu'on retourne un peu, redévelopper des produits de manière à satisfaire le marché. Quand on parle de ça aujourd'hui, ça paraît juste hallucinant. Mais on a dû retourner en cuisine, travailler pour faire le produit que les clients attendaient. Jordan, j'imagine que si vous avez lancé une start-up sur un service, c'est que vous avez pensé que des attentes n'étaient pas adressées. En particulier, on peut penser que les cartes de paiement corporate dans une banque, ils savent faire. Bon, a priori, vos clients, ou du moins les études de marché que vous avez fait, montraient le contraire. Donc, quel type de changement lié à la digitalisation de ces services avez-vous vu dans les clients que vous adressez ?
Alors pour rebondir sur le point d'avant, donc nous en fait on observe effectivement qu'il y a une tendance vers l'instantanéité. En fait les gens ne supportent plus attendre la moindre seconde quand il s'agit par exemple, il y a 5 ans on était content de pouvoir télécharger un film en une journée. Maintenant s'il y a la moindre interruption quand on stream le Bureau des légendes sur Netflix, ça devient insupportable. Et du coup finalement l'instantanéité on voit ça comme un vecteur pour créer des sortes d'habitudes et du coup pour faire revenir les utilisateurs à nos produits. Et du coup, donc, on a une sorte de guerre de l'instantanéité dans le domaine B2C. Et c'est une expérience qu'on essaye de reproduire dans le domaine du B2B. Donc en particulier, Spendesk, nous, ce qu'on essaie d'offrir, c'est une expérience, lorsqu'un employé a besoin de faire un achat, l'expérience qui soit la plus fluide et la plus instantanée possible. Et donc typiquement, à une époque où, il y a quelque temps, lorsqu'il fallait attendre 2 semaines que son manager approuve une dépense de 100 € pour acheter quelque chose sur Amazon, nous aujourd'hui, on essaie de prendre le parti de ouais, bon, par exemple, Il l'a payé juste avant. on essaie de prendre le parti de comment est-ce qu'on peut fluidifier justement cette expérience de demande d'achat et ensuite derrière d'accès à un moyen de paiement pour finaliser sa dépense. Et donc en particulier, on pense que des programmes comme les cartes corporate ne permettent pas d'offrir cette même expérience qui existe dans le B2C rapportée dans le B2B. C'est un point très important que tu soulèves, c'est que nous sommes tous des êtres uniques. Tous ici, vous êtes là en général parce que vous êtes là plutôt pour votre travail. Hein, vous êtes là venu un jeudi matin, a priori. Donc vous êtes B2B, mais vous avez des usages en B2C le week-end. Vous allez acheter des choses avec une certaine rapidité, etc. Donc je t'en parlais par exemple précédemment sur Amazon. Amazon m'offre une expérience génialissime, je trouve, en termes d'achat en B2C. Pour l'instant, je n'ai pas été convaincu sur la partie B2B. Je suis sûr que vous y travaillez, mais parce que vous devez coller à des process B2B. Et comme vous travaillez tous aussi avec du B2B, parce que je crois que vous avez lancé des offres pro, Arkea évidemment, vous travaillez sur B2B, et toi beaucoup, que ça, voilà, c'est ton métier. Qu'est-ce qui explique la difficulté d'amener ce besoin qui est le même? On a exactement les mêmes besoins le matin en se levant. Une envie d'instantanéité, vous ne l'avez pas cité, mais je pense que vous l'aviez dit en préparation, de simplicité. Les utilisateurs ont envie de simplicité et d'instantanéité. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette difficulté dans l'environnement B2B à amener et résultat, il y a plein de nouvelles offres qui arrivent, tant mieux. Alors, moi, je ne sais pas si je généraliserai pas cette difficulté en fait. Ce qu'on voit nous, c'est que on segmente beaucoup plus nos clients. Moi, je suis convaincu qu'un patron d'une entreprise de moins de 10 collaborateurs, il se comporte aujourd'hui sur nos sites comme en B2C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez commander des cartes tickets restaurant pour une boîte qui a 3 collaborateurs, ça se fait en un quart d'heure, même pas 10 minutes, en 4 écrans, et vous allez avoir un parcours qui a été travaillé comme un parcours B2C. Donc sur cet aspect-là, nous on pense que, moi je pense que moins de 10 collaborateurs, on va vers du B2C. Et d'ailleurs ce que je vois moi en termes d'équipe de vente et processus de vente, j'ai quasiment plus de vendeurs pour adresser, alors je ne suis pas encore à 10, mais pour adresser chez nous le moins de 5. En revanche, j'ai des gens qui ont des cerveaux et des outils de marketing direct qui permettent d'aller adresser le B2B, pas comme le B2C, mais on s'en rapproche. En revanche, dès que je passe sur de la société de taille un petit peu plus significative, on reste sur un processus de vente qui est B2B et pas B2C. Donc moins digital souvent. Moins digital. Et le digital, c'est un canal pour aller capter une audience et pour qualifier cette audience. Et aussi pour générer du lead en récupérant très vite la donnée des personnes qui sont passées sur des canaux digitaux. Ce qu'on voit, juste pour rester quelques minutes sur le pro PME, il y a quand même une pléthore de nouvelles offres de fintech qui se lancent sur ce segment-là. Donc Spendesk en fait partie, mais il y en a d'autres avec les Conto par exemple, etc. Parce qu'on voit bien qu'il y a une difficulté par le secteur classique, hein, Arkea en fait partie, à adresser avec le même niveau de digitalisation et de simplicité ce segment des petites entreprises. Ouais. Peut-être que toi tu y arrives très bien. J'y arrive. En tous les cas, nous, c'est 90% de nos clients. Hein. Quand on compte les clients, mes clients, moi j'ai 140 000 clients en France, 90% de ces clients sont des PME. Quand je dis PME, c'est moins de 50, mais on tombe très vite en dessous de moins de 10 salariés parce que ça correspond au tissu économique. Et ce que je vois, c'est que le fait de digitaliser les process et de les ramener proches de process de B2C, ça nous ouvre des marchés fantastiques, des gens qui ne pensaient pas que nos produits étaient accessibles. Et c'est vrai que les tickets, c'est quand même fatigant de les livrer tous les mois. Passer à des produits digitaux, il n'y a plus d'effet de livraison. On livre une fois la carte et on la livre chez l'employé directement. On passe sur Internet et en 2 clics, on charge sa carte toutes les fins de mois ou tous les 3 mois. Et moi, je sens vraiment ça. Après, il ne faut quand même pas être complètement naïf et tout. Si tout le monde vient sur le marché des PME, il y a une vraie raison, hein.
La vraie raison, c'est que c'est un marché qui est hyper profitable par rapport aux autres marchés qu'on a devant nous. Chez des petites entreprises, vous n'avez pas d'acheteurs, vous n'avez pas une résistance au prix. Moi, je viens mon métier avant, c'était de faire de la location de voitures. D'accord ? Et c'est pareil, dans la location de voitures, vous allez vous précipiter sur les TPE et les PME. Donc, c'est un marché qui est très large, c'est un marché qui est souvent sous-pénétré, et c'est un marché qui est rentable. Donc évidemment, tout le monde va se positionner sur ce marché-là et trouver la martingale pour aller digitaliser la relation ou faire en sorte que les processus de vente soient le plus courts possible. Et le vrai boulot aujourd'hui, et ce qu'on fait, et là on a refait tous nos sites internet, c'est qu'il n'y a plus de frontières entre un site produit et un site de vente. C'est-à-dire que tout de suite, on essaye d'embarquer le patron de PME ou de TPE vers l'acte d'achat très rapidement. Et avant, quand on envoyait des mailings papier, on mettait une petite note pour que l'assistante voit la pub des chèques cadeaux et qu'elle la mette en haut du panier de son patron pour avoir ses chèques cadeaux à Noël. Et ben maintenant, on va targeter directement le patron de la PME. Sébastien, Jérémy, dans la banque des entreprises ou des pros, parce que vous ne faites pas les entreprises, vous faites les petits pros, Jérémy, et Arkea, vous faites un peu toutes les entreprises. Un avis sur ce sujet des attentes clients dans ce domaine-là, par rapport au digital ? Ouais, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que de l'autre côté, ça reste quand même des êtres humains qui sont aussi des clients dans leur vie de tous les jours. C'est-à-dire que je pense qu'on peut prendre un exemple très concret qui est l'aérien. Aujourd'hui, tout le monde prend ses billets sur Kayak en ligne. Et quand vous êtes dans une grande entreprise, il faut passer par un système qui est compliqué. Moi, aujourd'hui, je passe par Kayak pour mes billets pro aussi. Je n'ai pas envie de... Donc, ce que vous devez proposer aussi aux clients, même en B2B, vous devez proposer la même expérience à vos clients et même dans vos process de vente. Aujourd'hui, après, je peux mettre un costume pour prendre un rendez-vous pour dans 6 mois et ça va être compliqué. C'est un peu comme il y a 10 ans, on avait le Bring Your Own Device. Comme ça, je travaille avec. Maintenant, c'est Bring Your Own App. Je veux travailler avec les mêmes apps qu'en perso et faire les mêmes. Et d'ailleurs, Uber, ils font la même chose en pro et c'est la même app, c'est la même chose. Et je pense qu'on s'oriente plutôt là-dessus. Il y a des êtres humains de l'autre côté qui sont des clients. Ils ont aussi envie d'avoir la même expérience. Il n'y a pas de différence. Hein, c'est juste un cycle de vente qui est différent. Mais l'expérience finale pour le client, en tout cas, même si c'est un pro, il a envie d'avoir le même niveau de service. Sébastien, si tu veux réagir sur celui-là, mais une question plus large. Est-ce que tu penses que l'industrie financière dont tu fais partie, les banques en général, sont assez rapides dans leur ensemble pour apporter des réponses à ces attentes qui commencent à dater maintenant? Parce qu'un jour, je demanderai si j'ai le droit de les sortir, mais j'avais fait une mission en 1999 quand j'étais consultant pour un cabinet étranger, pour le groupe CGTEL. Et effectivement, en gros slide... pour le comité exécutif, il y avait les attentes des clients, efficacité, prix, instantanéité, simplicité. Donc c'est un peu vieux tout ça. Donc les opérateurs télécoms l'ont quand même beaucoup appliqué, ces sujets de simplicité, d'instantanéité. Ils étaient précurseurs sur la finance. Est-ce que tu as l'impression que quand même, en 2018, 20 ans plus tard, vous allez assez vite? Tu parlais tout à l'heure des problèmes parfois d'IT, mais il y en a d'autres. Ouais, est-ce qu'on va assez vite? On va jamais assez vite. Ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de se dire toujours comment accélérer jusqu'avec un horizon de temps qui est de fin d'année. On est tous d'accord pour dire qu'on va jamais assez vite et qu'il y a une impatience aujourd'hui tellement forte qu'elle est retranscrite aussi dans les niveaux de management de tous nos groupes où on aurait envie que les projets sortent plus vite, que la mise en marché des produits sorte plus vite, que les nouveaux parcours clients qui ont été largement réfléchis sortent plus vite. Bon, on a un certain nombre de contraintes avec lesquelles on essaye de jouer. Il y a évidemment les outils informatiques qui... moi, j'aimerais bien, le matin, quand je me lève, me dire que je suis en train de construire une banque en partant de rien. On a un challenge qui est encore plus drôle et plus fort, c'est qu'on est obligé d'embarquer une transformation, à la fois des outils, de la culture, des comportements, des réseaux physiques dont je parlais tout à l'heure. Donc ça prend du temps. Il y a un deuxième point qui est important, c'est la réglementation. La réglementation qui nous stimule par moment. On parlait tout à l'heure de DSP2 et je trouvais le débat intéressant. DSP2 va pas changer, change beaucoup de choses dans l'approche et dans la culture, je trouve. En particulier, je vois chez nous l'impact que ça a eu en termes d'ouverture aux écosystèmes extérieurs et la réflexion à comment est-ce qu'on peut en tirer de la valeur en pluguant, je dirais, un certain nombre de nouveaux acteurs autour de Arkea en tant que pivot, on va dire, dans le modèle qu'on essaie de construire. Il en demeure pas moins qu'à bien des égards, la réglementation nous freine, nous ralentit. Quand on voit, à titre d'exemple, l'entrée en relation en ligne et les nouvelles contraintes qui vont être mises, je ne reviens pas sur les raisons pour lesquelles ces contraintes-là arrivent, de lutte contre la fraude, etc., qui sont tout à fait pertinentes, mais ça va nous rajouter des étapes auxquelles on va tous être confrontés et qui vont ralentir la vitesse à laquelle on peut accéder aux clients, l'entrée en relation, l'enrôlement, etc.
Ce qui est sûr aussi, c'est que dans ce contexte où il y a un nombre de fintech et de nouveaux acteurs qui arrivent, ça met un coup de fouet aussi, hein. Ça oblige à se transformer, ça oblige à avancer. Ça permettra de dire un merci à toutes ces entités-là, parce que non seulement elles viennent nous compléter sur un certain nombre de verticaux, mais c'est sûr que quand on a des nouveaux acteurs qui arrivent et qui proposent les expériences qu'ils proposent aujourd'hui en termes d'ouverture de compte, ça nous a obligés, nous, par exemple, à bouger et à permettre aujourd'hui un processus où en 9 minutes et 0 papier, tu peux ouvrir un compte en banque et avoir l'ensemble des services associés. Donc c'est sûr que ça nous pousse, et ça c'est une bonne chose. Ensuite, on a un effet embarqué. On est plus gros, on est plus lourd. Mais donc à ta question, pour y répondre précisément, je dirais non, mais on a mis les baskets. Donc on commence à courir. Jérémy, tu voulais réagir sur le 9 minutes? Sur le 9 minutes, oui, pourquoi vous n'avez pas 17? Tout comme on aurait pu dire 12 ou 11 ou 8, quoi. Mais nous on fait 8, Je pense qu'il y a un point aussi qui est important sur un certain nombre de sujets autour des services financiers, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le fait, et probablement que c'est quelque chose qui amènera une forme de convergence à un moment donné entre les nouveaux acteurs et ceux plus traditionnels, que l'échelle de temps, l'accélération permanente, la pression que ça induit aussi sur le consommateur final. J'entendais ce que tu disais qui était assez intéressant sur j'ai pas eu ma notification immédiatement parce que j'ai payé, ça me stresse. Je pense qu'à un moment donné, l'échelle de temps sur un certain nombre d'expériences et de produits, elle est aussi importante. Et que de vouloir trop accélérer peut nuire aussi à l'expérience client. Juste, je reste avec toi 2 minutes là-dessus, c'est qu'il n'y a pas un seul client. Il y a une diversité de clients. Donc, en particulier, je présume, quand on est une banque de réseau, on voit un peu tout le monde. J'imagine, je me trompe peut-être, Jérémy, mais quand on a une offre nouvelle, on va forcément attirer tous ceux qui sont déjà effectivement appétents à du pur digital, etc. Donc, dans un réseau aussi vaste que celui d'Arkea, est-ce que vous avez des clients qui, aujourd'hui, vous disent « Non, mais en fait, moi, vous me cassez les pieds avec votre digital. Moi, je veux... » C'est clair. Enfin, je veux dire, t'as raison de le souligner. On est suffisamment large aujourd'hui pour avoir un panel de clients qui représente, je dirais, au sens large la société. Quand vous introduisez par exemple la signature électronique, qui peut paraître un truc, voilà, on est en train de parler d'ouverture de compte totalement en ligne le dimanche matin, en 8 ou en 9 minutes, peu importe, ça ne change pas grand-chose. Quand vous arrivez en agence et que vous proposez à un client la signature électronique au doigt sur une tablette, il y a un certain nombre de clients, un pourcentage loin d'être négligeable, pour qui c'est une forme de révolution, quoi. Et qui sortent du contact en disant « Waouh, ma banque s'est modernisée et j'avais peur de ne pas savoir faire à distance ou de la sélection médicale en ligne ou ce type de module-là où ça perturbe. » Donc je disais tout à l'heure, le temps est important, le temps d'accompagnement et de transformation aussi de ces modèles-là par rapport au client final est essentiel. Ouais. Je pousse un cran plus loin ma question, parce que dans nos petits cercles, évidemment, tout ça nous paraît d'une évidence biblique, hein, on utilise tous ces services, etc. Mais est-ce qu'on ne constate pas sur les différents territoires dans lesquels vous pouvez être présent une forme de fracture digitale? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui trouvent que vous êtes trop lent et qui d'ailleurs préfèrent N26, hein, parce que ça va plus vite justement, c'est déjà là, c'est pas demain, et peut-être d'autres qui trouvent que vous allez peut-être un peu trop vite et qu'il y a des choses où finalement c'était bien avant? On prenait tout à l'heure le cas du sans contact. Ludovic rappelait qu'il y a un moment où les gens en avaient peur. Hein. Enfin, ils ne voulaient pas Bon, maintenant ça va mieux, mais il a fallu le temps d'accompagner. Non, mais oui, bien sûr. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut du temps d'appropriation. Il ne faut pas oublier que, effectivement, je pense que dans le panel qu'on est là, faire de la signature électronique, faire de l'engagement et de l'enrôlement en ligne, d'avoir la capacité d'ouvrir en quelques minutes, c'est des choses essentielles. On a toute une partie, effectivement, de nos clients pour qui... il y a des innovations technologiques qui peuvent nous paraître à nous très en retard, sont déjà des transformations de leur modèle de fonctionnement qui sont très importants. Donc la capacité à les accompagner et à s'assurer qu'il n'y ait pas de fracture, comme tu dis, il y a quelques années on parlait de fracture numérique en France, la fracture au niveau de l'usage et du client est aussi un élément hyper important pour nous. C'est aussi pour ça qu'on a dans la gamme, j'irais, de distributeurs, on a des choses qui sont extrêmement digitales et on pousse des nouveaux usages, je parlais de Max tout à l'heure, avec vraiment une volonté de transformer les choses, d'utiliser la data, de pousser de la nouvelle façon de fonctionner, de transformer. John Paul est un partenaire, par exemple. On voit que c'est pas si facile d'installer des services de conciergerie de façon intelligente et on pense que la data peut être un vrai levier. Ça adresse une partie de clientèle. Il y a toute une autre partie de clientèle qui est très contente aujourd'hui de se lever le matin et d'aller à son agence pour récupérer une carte bleue, même s'il y a un service d'envoi à domicile, etc. Donc c'est adresser l'ensemble de la population. C'est aussi ce que je disais tout à l'heure sur la logique d'être une banque mutualiste et territoriale. Ça fait partie de notre raison d'être. Je voulais te faire réagir aussi, Julien, parce que je ne sais pas si c'est moi, mais ça résonne, non, maintenant. Ouais. Grégory, si tu peux regarder. Je voulais te faire réagir parce que, par exemple, notre digitalisation des services, dans ton cas, ça a pu amener, vue de l'utilisateur, sur une régression. Moi, j'utilisais avant, en trichant comme tout le monde, mon ticket restaurant le dimanche pour acheter un truc que je n'avais pas le droit d'acheter. Et puis maintenant, tu me contrôles avec la carte où j'achète, à quelle heure, est-ce que j'ai bien le droit, est-ce que je n'ai pas dépassé mes quotas, etc.
Ça Ouais, m'embête c'est en fait. Oui, ça embête. Et c'est un frein qui a existé au cours des 2-3 premières années de la digitalisation. Et pour entraîner le marché et faire en sorte que le digital se déploie, il faut inventer des choses nouvelles. Et donc les choses nouvelles qu'on a inventées, ce sont des nouveaux usages. Et en fait, ce n'est pas des nouveaux usages, c'est suivre l'évolution des usages de nos utilisateurs. Alors nous, dans notre écosystème, on a des clients, c'est les gens qui achètent nos produits, puis on a les employés de nos clients, qui sont les gens qui les utilisent. Ce n'est pas eux qui nous choisissent, c'est leur employeur qui choisit une solution pour eux. Et après, on a nos commerçants. Et donc les utilisateurs, c'est vrai qu'au début, quand on leur a dit plus de carnet, vous passez avec une carte, la carte, elle vérifie que vous ne dépensez pas plus de 19 € par jour, vous n'avez pas le droit de vous en servir le dimanche et les jours fériés. Et donc, par rapport à certaines habitudes qu'il y avait auparavant qui consistaient à payer avec un carnet de tickets restaurant le restaurateur, c'est vrai que ça changeait. Alors, 2 choses pour ça. Un, on a mis en place plus de contrôle pour le papier et la carte. Quand je dis plus de contrôle, c'est aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller dans une enseigne de grande distribution et acheter du dentifrice avec du ticket restaurant, parce que la Fédération du commerce et de la distribution a signé un accord avec nous et a mis en place des contrôles, que ce soit sur le papier ou sur la carte. Donc au niveau des contrôles, Il y a égalité. Il y a égalité. Après, pour faire en sorte que la carte soit acceptée, il fallait venir avec des nouvelles solutions. Donc les nouvelles solutions, c'était de dire, je vais coller le plus possible aux habitudes. Donc d'abord, on a fait du paiement mobile. Donc on est rentré dans Apple Pay, par exemple. Au mois de juillet 2016 en France, on était parmi les 5 émetteurs qui étaient dans Apple Pay. On plaisait beaucoup à Apple parce que le ticket restaurant, c'est quotidien et des petits montants. Ça colle parfaitement à l'usage du NFC. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on s'est rendu compte que les habitudes de consommation du déjeuner changeaient. Et vous utilisez tous forcément aujourd'hui des plateformes de livraison. Ces plateformes de livraison, quand elles sont arrivées en France, et notamment les acteurs internationaux, ils avaient un marché qui était le marché du dîner. Et nous, on a un pouvoir d'achat, et un pouvoir d'achat qui est utilisable au déjeuner. Et donc, on a discuté avec un ensemble d'acteurs, et aujourd'hui, on a une dizaine de plateformes qui sont connectées à nos solutions. C'est évidemment Deliveroo, Uber Eats, mais également des sociétés françaises comme Dashbox, Rapidol, ou des acteurs locaux comme Melchior à Nantes, parce qu'on voit qu'on peut coller avec le digital aux besoins des clients locaux. Et donc, on a développé une solution de paiement qui est dans l'application de nos partenaires. Et donc, vous rentrez une fois dans Deliveroo votre login et votre mot de passe de notre application MyEdenred, et votre moyen de paiement est lié à votre compte. Et donc, à la fin de votre panier, vous appuyez sur un simple bouton et vous utilisez le solde de votre carte ticket restaurant, en fait, de votre compte. Et si vous n'avez pas assez des 19 €, l'application va chercher toute seule sur l'autre moyen de paiement que vous avez dans la plateforme de Deliveroo. Et donc, si vous avez 25 € à payer, on va aller chercher 19 € et 6 €. Et on paiera aux commerçants le montant de 25 €. Et donc, en fait, ces solutions-là font qu'aujourd'hui, le marché du titre restaurant est en train de basculer sur le digital. Et cette année, je peux vous dire, alors on est ravis, Arkea s'est équipé de nos solutions cartes il y a 2 mois. On a également équipé la Société Générale, donc 25 000 collaborateurs. Et on voit que tous les appels d'offres qui sortent aujourd'hui et tout le marché sort en digital. Et avec les solutions qu'on propose chez Edenred, avec notre marque Ticket Restaurant, on a pris une grande avance sur nos compétiteurs qui n'ont pas aujourd'hui ces services. Et on voit que ça fait vraiment la différence. Donc suivre les habitudes de consommation des utilisateurs, ça permet d'être beaucoup plus efficace en termes de séduction de ses clients et de ses prospects. Jordan, une question pour toi. Tu es venu sur un marché parce que tu trouvais que les banques ne l'adressaient pas complètement bien sur ces cartes corporate. Je pense qu'on a tous vécu des problématiques d'achat en B2B. Penses-tu de la rapidité des acteurs qui, demain, s'ils mettent les moyens, pourraient finalement dépasser un peu votre vitesse? Parce que vous avez commencé il n'y a pas très longtemps, vous êtes encore petit. Penses-tu qu'ils sont en train de rattraper ce train ou qu'ils ne le regardent pas trop? Je pense que c'est une question de cœur de métier. Finalement, je pense que ces acteurs-là n'ont pas forcément envie de se disperser sur différentes propositions de valeur. Par contre, effectivement, donc nous, notre cœur de métier, c'est d'offrir une solution de gestion qui intègre un moyen de paiement. Et donc, on n'est pas uniquement sur le moyen de paiement. Mais du coup, effectivement, en fait, si des acteurs qui ont une force de frappe énorme décident d'adresser une certaine proposition de valeur, je pense que un enjeu qu'ils vont avoir, c'est arriver à créer une sorte de petite entité qui innove de façon indépendante. Et ça, on est sceptique sur leur habilité à faire ça.
Pendant que je t'ai, on a parlé des attentes des clients. Parfois, les attentes et la façon dont on les interprète nous poussent à faire des erreurs d'offre. Alors, on aime bien parler de nos succès, mais tout à l'heure, tu nous parlais de l'offre NFC qui n'était peut-être pas sortie au bon moment, un peu trop tôt. Est-ce que dans une jeune société comme la tienne, je te poserai la même question, Jérémy, mais est-ce que vous avez déjà finalement fait l'expérience de penser avoir répondu à une question du client et puis c'est passé un petit peu à côté et on a arrêté les frais, quoi? On se plante tout le temps en fait, puisque on essaye de sortir les choses les plus rapidement possible. En fait, à partir du moment où on est nouveau sur un marché, on part du principe qu'on n'y connaît rien. Et du coup, une façon d'apprendre le plus rapidement possible, c'est de donner, c'est de faire un peu jouer nos clients avec les solutions qu'on envisage. Et en voyant en fait finalement la réaction des utilisateurs sur les solutions qu'on propose, là on peut apprendre plus rapidement et du coup proposer des solutions qui répondent peut-être mieux aux différents besoins. Donc on a tapé à côté sur quelques fonctionnalités, on tape juste quand même la plupart du temps, mais sur un certain nombre de sujets et de petites et d'idées qu'on a eues, on essaye avant tout de les lancer pour justement en fait être dans un esprit d'innovation, comme pour reprendre encore une fois Amazon. On essaye d'essayer, plutôt que de brimer en fait les collaborateurs lorsqu'ils ont une nouvelle idée en disant il y a telle et telle et telle raison pour lesquelles ça ne va pas marcher. On veut plutôt essayer de se lancer et de voir si effectivement ça prend ou pas. Donc ça c'est plutôt l'esprit. Jérémy, est-ce que dans une boîte comme N26, c'est vraiment tout du succès ou de temps en temps quand même on se plante? On fait des erreurs tous les jours. Je pense que c'est là où on est plutôt d'accord. Le but c'est d'apprendre. Donc moi j'ai vu vraiment le changement où quand je suis arrivé, on essayait de faire que des trucs qui marchaient, ça prenait du temps et on essayait d'optimiser les choses pour faire des choses qui marchaient. Et au final, on a fait pas mal de choses qui marchaient pas. Et là, justement, on a restructuré un peu toutes nos équipes, tout notre mode de fonctionnement pour être capable de faire des choses de plus en plus rapidement. Et surtout, la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, que nous, on se pose systématiquement, c'est pourquoi ça marche pas. C'est pas non seulement ça marche ou ça marche pas, c'est surtout avoir le learning, c'est-à-dire faire l'analyse post. Et c'est après, c'est que ça soit du produit, du marketing et autres, vraiment du parcours client, systématiquement se poser la question pourquoi ça marche pas. Et ensuite, maintenant, on est dans une autre phase où on commence. Je pense que typiquement Amazon est à peu près fait un peu la même chose, où on est dans une phase de recherche. C'est-à-dire que non seulement on se pose la question de qu'est-ce qu'attendent des clients, mais on va vraiment rechercher avec eux quel est vraiment leur objectif. Et ensuite, on est capable de créer un produit et d'itérer systématiquement. Merci beaucoup. Dans cette dernière partie de panel, je voulais qu'on adresse avec Lara et bien sûr avec tous ceux qui voudront réagir autour de ce panel, le sujet de la transformation digitale des parcours, des services, mais aussi en parlant de nos collaborateurs. Vous êtes de plus ou moins grosses entreprises. On a vu que parfois Amazon peut devenir même de très grosses entreprises, quelques centaines de milliers, tu as dit, chaque année, en plus. Donc, je veux déjà avoir ta vision et ta réaction par rapport à tout ce qu'on a pu raconter ce matin sur justement comment on embarque tous ces collaborateurs, les craintes peut-être que tu entends dans les différentes entreprises où vous participez à déployer le digital. Voilà, des points qui te sembleraient importants à aborder, puis après on rebondira avec chacun autour de cette thématique. Ce que je trouve assez intéressant, c'est le parallèle qui est fait entre l'expérience consommateur et l'expérience collaborateur. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle est très, très asymétrique. On pense que dès lors que les collaborateurs rentrent dans l'entreprise, ils vont se comporter finalement de la même façon qu'ils le font. On parle beaucoup d'achat, etc. Mais on peut aussi parler des réseaux sociaux d'entreprise où, en moyenne, nous, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont utilisés entre 8 et 10% par les collaborateurs. Ceux-là sont super engagés, les utilisent très, très bien. Et puis, quand ils rentrent chez eux, là, ils sont comme des fous sur tous les autres réseaux sociaux, y compris professionnels comme LinkedIn. Mais il y a un décalage qui s'opère dès lors que les collaborateurs sont en entreprise et se retrouvent sur les outils digitaux. Pour autant, ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils s'attendent complètement à ce que les choses changent et ils attendent avec impatience que les outils digitaux viennent les aider dans leur quotidien. Mais bon, voilà, il y a une espèce de... Est-ce qu'il y a ces mêmes attentes d'instantanéité dans ma relation RH, dans ma relation de travail interne, dans tout ce qui se passe dans ma vie d'entreprise en tant que collaborateur, que ce qu'on a, nous, dans notre vie de tous les jours, juste pour, comme tu le disais, commander un billet d'avion ou recevoir ma notification? Oui, tout à fait. Ils sont en attente à cette instantanéité et pour autant, ils se demandent ce que ça va faire à leur job. Et clairement, de se dire, OK, si moi je travaille, si toutes ces tâches que je fais qui occupent 70% de ma journée sont prises en charge par des nouveaux process, par des modules d'intelligence artificielle qui vont tout préparer pour moi,
qu'est-ce que ça va faire? Donc, bon, là, il y a des approches assez simples pour essayer de lever ce type de doute. Ce que j'ai entendu là ce matin, c'est clairement le focus client. En effet, ce qu'apporte la digitalisation, c'est un certain nombre de choses qui ont été évoquées, et notamment la rapidité. Pour décaler un tout petit peu le débat, je discutais avant-hier avec un de nos gros clients bancaires. Donc on a comme client bancaire aujourd'hui BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et Natixis. On ne passe pas encore avec vous, mais voilà, je pense que ça ne saurait tarder. On va se parler. Et sur une branche complètement différente, qui n'est pas le retail, mais plutôt la banque d'investissement. Et donc, même dans ces sujets-là, la banque d'investissement aujourd'hui, quand ils doivent faire une opération avec une filiale d'une grande entreprise française à l'étranger, il faut que le responsable de compte de cette entreprise en France puisse approuver l'opération qui aura lieu aux confins de l'Asie pour savoir si oui ou non c'est conforme à la couverture de risque que la banque est capable d'assumer pour cette entité. Et voilà. Et aujourd'hui, ça prend, j'avoue que je ne sais même pas combien de temps ça prend, mais ça doit être de l'ordre d'un mois. Entre le moment où le chargé d'affaires approuve, que ça passe ensuite en commission et que les sous se retrouvent enfin sur le compte du client. Cette banque aujourd'hui est en train de fluidifier complètement le processus et en fait pour arriver à un résultat où il y a effectivement une accélération du service. Et pourquoi ? Pas forcément parce que c'est ce qu'attend le client, parce que je suis d'accord avec le fait que les clients ne savent pas toujours ce qu'ils attendent du digital, mais surtout pour se différencier sur le marché. Et c'est une des choses un des messages que je voulais faire passer. Dans l'offre digitale telle qu'elle existe aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que c'est complètement foisonnant. Laurent, tu n'as pas arrêté de poser la question ce matin, Apple paye ci, paye ça, etc. C'est quoi la différence ? On est tous complètement harcelés par le foisonnement des offres. Et je pense que la façon dont les entreprises doivent envisager leur digitalisation, c'est en comprenant clairement ce qu'ils ont de différent à apporter à leurs collaborateurs, à apporter à leurs clients, pour qu'effectivement ça marche. Julien, je sais que tu es très impliqué, Edenred est très impliqué à l'Axel dans la commission RH. Quelques retours d'expérience sur comment, puisque tu as parlé de la digitalisation d'Edenred ces dernières années, comment vous avez embarqué les collaborateurs, des positifs et négatifs comme retour, mais sur ces nouveaux parcours. Oui, alors quand pendant 50 ans on a fait du papier, ça a duré entre 1962 et 2012, et qu'il faut embarquer une société, aujourd'hui on est 1200, il faut bien travailler et il faut travailler nos différentes cibles. Et donc nous on l'a fait par étapes. On a accompagné l'ensemble de nos collaborateurs sur notamment nos nouveaux produits pour qu'ils comprennent comment les produits fonctionnaient. Alors pour vous donner un exemple, on a formé 100% des collaborateurs, y compris les opérateurs de notre usine, à ce que c'était qu'une carte. Voilà, l'ensemble des équipes Edenred, alors ça c'était en 2012, ont été formés à nos nouveaux produits. Alors ça c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, on accompagne nos collaborateurs avec énormément de formations. On travaille beaucoup les parcours d'onboarding. Mais aujourd'hui, moi, le truc qui me préoccupe le plus quand je regarde mes équipes, c'est pas les nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent. Parce que les nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent, ils nous rejoignent parce qu'ils ont envie de participer à cette digitalisation. On a de la chance, on se développe, on a des taux de croissance à 2 chiffres même en France, et donc on a de l'argent pour investir dans des nouveaux projets, on fait beaucoup d'acquisitions, donc c'est assez facile. Ce qui me préoccupe plus aujourd'hui, c'est comment je fais en sorte que les collaborateurs qui sont là depuis plus longtemps, et donc qu'on choisit Edenred il y a 5, 10 ans, ne se retrouvent pas un peu à la traîne et accompagnent le mouvement. Et donc on a un travail spécifique pour faire en sorte que les collaborateurs qui sont là depuis plus longtemps ne se sentent pas décollés des changements et de l'évolution de notre métier, parce que le digital a radicalement changé notre métier, à la fois au niveau du service client, où on ne fait pas du tout les mêmes choses et on le fait de moins en moins. Évidemment, on ferme progressivement nos capacités de production papier. On reconvertit les personnes qui sont dans cette usine. On en a récupéré à la compta, au service client, et ceux qui veulent faire autre chose, on les accompagne en termes de formation. Mais voilà, il y a beaucoup de travail à faire pour que les collaborateurs qui étaient là avant qu'on bascule au digital ne se sentent pas laissés sur le côté, et surtout soient rassurés sur le fait qu'il y aura toujours un travail à faire, parce que ce qui se passe avec le digital, c'est pas qu'il y a moins de boulot. Nous, on a embauché énormément de monde avec le digital, et c'est pas fini.
Donc on a une société qui croît. Ce qui change, c'est ce que font les gens. C'est un autre boulot. Et donc il faut les rassurer sur le fait qu'il y aura toujours des choses à faire, mais c'est vrai que leur métier, il va changer. Mais nous, on est là pour les accompagner et pour faire en sorte qu'ils apprennent à faire des choses nouvelles. Et c'est vraiment ça, pour moi, aujourd'hui, le sujet le plus important, c'est comment je ne perds pas en motivation, en engagement, les collaborateurs qui sont là depuis plus longtemps. Sébastien, dans un groupe qui communique, voire surcommunique sur tout ce qui est digital, présence fintech, présence digitale, etc., mais qui en même temps est un groupe aux racines très terriennes, territoriales, voilà, avec des agences, etc. Comment on fait? Quels sont les parcours clients, entre guillemets, internes pour emmener tout le monde? Pour pas faire qu'il y ait finalement une partie très parisianiste, même si c'est plutôt à Brest, mais qui emmène, qui parle entre guillemets dans les médias de transfo digital, et puis le reste de l'entreprise qui soit peut-être dans un autre train, dans un autre wagon, je ne sais pas. Ouais, tu me voyais trépigner là, sur ces questions-là, mais l'ancien DRH que je suis fait qu'il est particulièrement attentif à ces points-là. Je crois qu'on a tellement d'éléments sur la partie client à traiter, que ce soit des process, des outils largement d'expérience client, de parcours largement poussés par tout ce monde qui est en effervescence complète. Et face à ça, on est tous pareils, on a des budgets qui sont ce qu'ils sont et qui au global doivent adresser à la fois les clients et les collaborateurs en interne. Et il me semble, il n'y a qu'à voir d'ailleurs dans des études récentes sur le poids relatif des budgets internes alloués aux outils dédiés, je dirais, collaborateurs et aux outils dédiés clients. Assez logiquement, le choix et l'arbitrage a souvent été fait sur le côté client, extérieur, développement, commerce, plutôt que sur l'interne. Effectivement, quand en plus on est en transformation forte au niveau digital et qu'on a chez Arkea les partenariats qu'on fait et sur lesquels on communique largement, l'ambition obsession conseillée, c'est un programme AOC chez nous, comme ça qu'on l'a appelé, c'est de redéployer un certain nombre d'outils et d'être à l'écoute de tous les moyens dont on va avoir besoin dans les différentes caisses. Et je pense que ça va de pair avec la manière dont on voit l'entreprise à date. Jusqu'à présent, on est quand même dans une vision de l'entreprise très hiérarchique, très orientée contrôle et process. À partir de là, le conseiller se retrouve, ou le collaborateur, je dirais, dans d'autres secteurs, se retrouve un peu en bout de chaîne, avec à la fois l'application des processus, des contrôles associés aux processus, et puis les outils qui existent et avec lesquels il se dépatouille au mieux pour essayer de faire face à cette somme d'exigences. Le fait de le remettre un peu au cœur de ça et de dédier des budgets qui sont significatifs doit permettre justement de sortir de parcours client uniquement et systématiquement de pouvoir regarder le parcours conseiller, en l'occurrence pour ce qui nous concerne. Mais c'est un élément extrêmement fondamental parce qu'on parlait tout à l'heure de l'accompagnement des clients et d'une proportion non négligeable qui ne va pas être complètement en intuition évidente sur des nouveaux outils ou des parcours tels qu'on parlait tout à l'heure. Le fait d'accompagner nos conseillers là-dessus va permettre en rebond d'accompagner les clients. Donc il y a un vrai enjeu autour de ça. Ouais. J'aurais plein de questions. J'avais dit une petite heure, on vient de dépasser l'heure. Je vais juste laisser éventuellement une ou deux questions de la salle avant que nous allions tous déjeuner ensemble. Vous pouvez allumer la lumière. Grégory, je ne sais pas si tu peux nous mettre la lumière. Et s'il y a une ou deux questions de la salle, levez la main. Ça fait déjà deux, mais je vais commencer par madame, si tu veux bien. Bonjour, Sandra, Denise Klein, Visa. Une remarque pour vous, Laurent, et puis une question du coup pour les personnes qui sont autour de cette estrade. Pardon. Quand j'ai vu la thématique de la matinée, je me suis dit, mais c'est vraiment bizarre de mixer des acteurs très traditionnels et des startups fintech. Et donc une question pour les fintech qui sont ici et les acteurs traditionnels qui sont ici. Est-ce que vous avez l'impression de parler des mêmes choses et d'évoluer dans le même monde ? Pour moi, c'est l'intérêt de les mettre ensemble, mais justement, je les laisse répondre. Donc, start-up, Jérémy, je crois que c'est plus toi. Forcément, quand on parle de digitalisation, peut-être un bon conseil pour tous nos amis, nous, on n'a pas de téléphone fixe, on n'a pas d'imprimante. D'un seul coup, ça oblige de facto à utiliser Slack, mais ça permet aussi d'avoir des échanges en vidéo et de se déplacer physiquement, donc ça aide un petit peu. Donc on n'a pas ces contraintes-là à l'évidence en termes de digitalisation. Mais sinon, après, je pense qu'on a quand même les mêmes sujets dans la vie de tous les jours, on a les mêmes sujets réglementaires, on a même des sujets en commun, donc là-dessus, c'est juste la forme. Après, la réalité, c'est qu'on fait quand même le même métier. L'autre start-up, peut-être. Je pense que effectivement, donc sur le sujet de la digitalisation, là, j'aurais été un petit peu moins présent.
Mais en fait, je pense qu'il y a essentiellement une question d'échelle qui est quand même passionnante. Donc nous, là, chez Spendesk, on a réussi à avoir un peu plus de 1000 clients, un peu moins de 2 ans. Donc on est hyper content, mais on est loin des millions et des milliards de transactions. Donc l'effet d'échelle induit des complexités et des problématiques qui sont hyper intéressantes. Et ensuite, je pense qu'il y a une question de diversité dans la clientèle. Je pense que les fintechs sont biaisés par commencer par toucher des clients qui sont digital first. Or, c'est a priori pas le cas de banques un peu plus grandes. Et du coup, il y a un vrai sujet sur comment est-ce que, en tant que fintech, on arrive à toucher, à adresser des personnes qui ne sont pas digital first, en justement en arrivant à les convaincre de transformer finalement leurs habitudes. Donc ça, c'est Moi, une bonne juste 2 mots. opportunité. Je pense qu'on adresse les mêmes clients et à la fin, le marché est le même. Donc, il va bien falloir se battre là-dessus. Et moi, je ne me sens pas comme un acteur de l'ancienne économie. Et je pense que le problème qu'on a, c'est que je pense que nos entreprises ont trop souvent fait des complexes par rapport à ça. Donc nous, on est complètement décomplexés. On a plein de moyens de se développer. On a un fonds de corporate venture. On voit des fintechs et on bosse avec elles. Et évidemment, ils ont des atouts énormes. La rapidité, qui est forcément supérieure à la nôtre. Et puis nous, on a d'autres atouts. Et moi, particulièrement, je suis dans un business de volume. Et aujourd'hui, ce que je sais, c'est que la rapidité qu'on a eue pour déployer le digital chez Edenred, ça nous met avec une position, je pense qu'on doit avoir 70% du marché de la démat en France. Ça nous met dans une position où d'abord, on a beaucoup de moyens pour faire la compétition et surtout, on est dans des business où on a besoin d'avoir beaucoup de données pour se développer. Et le fait d'avoir ce volume, ça nous donne un autre avantage. Donc chacun a ses avantages, mais surtout, et c'est ce que je dis à mes équipes, pas de complexe, mais soyez curieux et passez du temps à l'extérieur, restez pas chez nous, quoi. Donc moi, la première chose, c'est tout le monde dehors et tout le monde va se promener chez des incubateurs, à des conférences et tout pour rencontrer du monde. Bon, vous le savez, souvent dans les films de cinéma, la dernière image ressemble à la première. Donc je vais demander à Damien une trépine depuis tout à l'heure pour une question. Tu étais dans le premier panel. Je te laisse poser la dernière question. Oui, donc j'entends que vous êtes décomplexé, je suis d'accord. Mais j'ai l'impression que le film va être un peu différent. Tu ne veux plus la poser, la question ? On a vu tous... excusez-moi. Un petit coup d'eau, non ? L'évolution des banques digitales, des banques Internet qui ont été rachetées, notamment Fortunio par Crédit Mutuel Arca. Et là, quelque chose me dit que ça va être différent parce que les chiffres parlent par eux-mêmes. Amazon, c'est 1000 milliards de valo. Elle prend soin de toi, elle regarde. N26, c'est déjà 2 milliards. Et d'ailleurs, j'ai vu une pub dans le métro ce matin, N26, parfaite. Vous adoptez les codes du luxe avec une carte noire. Elle est sexy, vous dites, elle est plus sexy que mon ex. Il y a 3 couleurs. Elle est comme votre pull, et il y a une adéquation, et bravo. Bravo, Jérémy. Et je me dis que quelque part, on a vu Crédit Mutuel Arca racheter Fortuneo à l'époque, banque digitale copiée, puis rachetée, banque Internet. Est-ce que demain, ça ne va pas être l'inverse ? Nous les racheter ? Non. Ça, c'est Même sûr pas, même pas. C'est sûr qu'on n'a pas de... Non, je pense que c'est plutôt... Parce qu'on a des imprimantes, nous. Ils vont pas racheter des gens qui ont des imprimantes. Ils ne sauraient pas quoi faire des actifs. Comment ça se valorise au bilan, ce truc-là ? Non, je pense que c'est plutôt... c'est typiquement l'histoire de la Redoute qui, à un moment, doit se réinventer et ils ont réussi à le faire. Donc là-dessus, challenge, il est chez eux. Nous, on vit très bien sans eux et on est très heureux de partager des tables rondes. Mais au contraire, je pense que c'est plutôt à eux de se réinventer et ça sera sans nous, c'est sûr. Je ne sais pas répondre. Enfin, je pense qu'autant qu'on soit dans cette salle, on aura tous un avis différent sur le point. Parce que nous, notre conviction, pour le coup, chez Arkea, et Ronan Lemoyle en parle souvent, c'est que la logique dans laquelle on est aujourd'hui d'être une banque coopérative va se transformer en une banque collaborative, au sens de pouvoir plugger des écosystèmes ensemble. Et on pense que dans cette logique-là, parce que je suis un peu comme ce que Julien disait, moi je ne me sens pas traditionnel. Certes, c'est vrai, j'utilise encore une imprimante. On a quelques clients qui sont paumés s'ils n'ont pas le contrat Moi, j'ai plus de sur le téléphone, papier. j'ai plus de téléphone fixe. Voilà, nous non plus, on n'a plus de téléphone fixe. Yes. Tu vois, on progresse. On a fait 50% du Et chemin. tu as rangé le Minitel aussi. Ouais, et il n'y a plus de bureau individuel, on est tous en open space. Incroyable. Même moi. Ouais, De ouais, dingue. moi aussi. Non, mais plus sérieusement, je pense que la valeur, elle va pouvoir, par combinaison des deux modèles, la valeur, on devrait pouvoir l'attirer. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui beaucoup chez Arkea, je le disais tout à l'heure, c'est notre réseau physique ne pourra pas demain assumer
la pléthore de compétences nécessaires pour vendre tous les produits ou toutes les offres dont vous avez besoin. À un moment donné de votre vie, vous avez besoin de sujets de conseil en patrimoine. Le coup d'après, ce sera des sujets de succession, des sujets de crédit, etc. Donc comment pouvoir utiliser toutes ces fintechs qui nous poussent beaucoup au-delà des modèles généraux comme les néobanques, mais je pense à tous les verticaux, comment pouvoir les associer dans notre écosystème pour développer un monde qui soit un peu un monde de fractal ou de flocons de neige qui permettent au fur et à mesure, par le pivot de la banque, d'aller ouvrir vers d'autres écosystèmes. Ce n'est pas une logique de rachat, ni dans un sens ni dans l'autre d'ailleurs, mais c'est une logique de partenariat où je pense qu'il peut y avoir à la fois un partage de valeur pour le client et un partage de valeur tout court. Un grand merci, je vous demande de les applaudir. Merci pour votre fidélité.